Durant la nuit, pendant que je dormais, mon mari est entré dans notre chambre avec sa maîtresse. « Regarde-toi, tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin d'une vraie femme ?» Ils ont ri de moi pendant que je me réveillais. J'ai pris quelques vêtements et je suis partie. J'ai seulement dit « À partir de demain, tu vas comprendre ce que tu as perdu. » Il a ri encore. Mais cette nuit-là, sans qu'il s'en rende compte, tout avait déjà commencé à changer. Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'ai 53 ans et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé le vivre. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Il était 3 heures du matin quand la porte de notre chambre s'est ouverte. Je dormais du côté gauche du lit, comme toujours. Le côté droit était vide depuis des semaines. Olivier rentrait tard, ou pas du tout, et j'avais pris l'habitude de ne pas attendre. C'est quelque chose que l'on apprend dans un mariage qui se défait lentement. On cesse d'attendre, on cesse d'espérer. On finit par dormir au milieu du silence, comme si ce silence était normal, comme s'il avait toujours été là. J'ai entendu des pas. 2 paires de pas. J'ai ouvert les yeux lentement. La lumière du couloir a découpé la chambre comme une lame. Et je l'ai vue. Elle était plus jeune. Les cheveux lisses, un parfum trop fort pour cette heure de la nuit, un sourire qui ne cachait absolument rien. Elle ne cherchait pas à se dissimuler. Elle était là, comme quelqu'un qui entre chez soi. Et en une fraction de seconde, j'ai compris, avec cette clarté brutale qui arrive parfois sans prévenir, que cette femme avait déjà été dans cet appartement. Plusieurs fois. Seulement jamais pendant que j'étais là. Olivier s'est approché du lit. Il m'a regardé avec ce regard que je connaissais trop bien. Ce regard de quelqu'un qui vous jauge et vous trouve insuffisante. Il n'avait même pas l'air embarrassé. Il avait l'air soulagé. Comme si cette nuit-là était une libération qui l'attendait depuis longtemps. « Regarde-toi » a-t-il dit. « Juste ça. Regarde-toi. » Comme si ma simple existence était une insulte. Et puis il a ajouté, avec ce sourire lent et cruel que je ne lui avais jamais vu aussi clairement qu'en ce moment. « Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin d'une vraie femme ?» Elle a ri, pas un grand rire. Pire que ça, un rire retenu, de complicité, le rire de quelqu'un qui partage une blague ancienne. Un rire qui me disait qu'ils avaient déjà parlé de moi, qu'ils avaient ri de moi avant cette nuit, que j'avais été le sujet de leur conversation, de leur moquerie, peut-être depuis des mois. Je suis restée immobile. Mon cœur battait fort, si fort que j'entendais le sang dans mes tempes, mais mon corps ne bougeait pas. 53 ans, 11 ans de mariage. 17 étages au-dessus des rues du 16e arrondissement, à Paris, là où la Seine reflète les lumières de la ville, comme si le monde était beau. Et le mien était en train de s'effondrer dans le silence d'une chambre à coucher. Il a dit qu'il voulait la chambre, que je pouvais aller dormir ailleurs. Il a dit ça comme on dit à quelqu'un de dégager du canapé, sans violence physique, avec quelque chose de pire, une indifférence totale, absolue, définitive. Elle a dit quelque chose sur mes cheveux. Lui a répondu quelque chose sur mes cernes. Ils parlèrent de moi comme si je n'étais pas là, comme si j'étais déjà partie, déjà inexistante, déjà effacée de cette vie qu'on avait pourtant construite ensemble. Je me suis levée. Mes mains ne tremblèrent pas. Ma voix n'est pas sortie. Je me suis déplacée dans la chambre avec une lenteur qui m'étonnait moi-même, prenant un pantalon, un pull, le manteau de laine grise posé sur le fauteuil, pendant qu'il continuait à parler, à rire, à me regarder avec ce mélange de mépris et d'amusement que je n'oublierai jamais. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Tout au fond, sous un mouchoir en soie plié avec soin, il y avait une petite clé USB noire. Petite, discrète. Je l'avais placée là 8 mois plus tôt, après une nuit où Olivier avait trop bu lors d'un dîner d'entreprise et avait parlé beaucoup trop. Et j'avais enregistré avec mon téléphone, par instinct. Comme une femme qui sent, au plus profond d'elle-même, qu'un jour elle aura besoin d'une preuve de ce qu'elle a vécu. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. J'ai pris le petit bagage que j'avais dans le placard, celui des voyages rapides, avec quelques affaires essentielles, parce qu'au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Et je me suis dirigée vers la porte. « À partir de demain, ai-je dit, sans me retourner, tu vas comprendre ce que tu as perdu. » Un silence d'1 seconde. Et puis des rires. Il a trouvé ça drôle.
elle aussi. J'ai fermé la porte de l'appartement avec soin, sans la claquer, sans drama. Je suis descendue 17 étages en ascenseur, je suis sortie dans le froid de novembre, avec le vent qui coupait le visage au bord de la Seine. Et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré profondément. Une seule larme a coulé. Une seule. Je l'ai laissée aller. Parce que pendant qu'Olivier riait avec elle dans cette chambre, pendant qu'il se moquait de mes rides, de mes cernes, de mes cheveux, de tout ce que j'étais, moi, j'avais déjà quelque chose dans la poche qui allait tout changer. Quelque chose de petit, de noir, de silencieux. Et lui, il ne le savait pas encore. Je suis arrivée chez Céline à 4 heures du matin. Elle habitait dans le 11e arrondissement, dans un appartement petit et chaud qui sentait le café et les vieux livres. Quand j'ai frappé à sa porte, elle a ouvert sans poser de questions. Elle m'a regardée, la valise dans ma main, le manteau mal boutonné, cette larme séchée sur ma joue que je n'avais même pas essuyée, et elle a dit simplement « Entre, le vin est ouvert ». Nous nous sommes installés dans sa cuisine. Elle a écouté tout ce que j'avais à dire sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, nous sommes restés silencieuses quelques minutes à écouter le bruit lointain d'une voiture qui passait dans la rue. Paris la nuit a ce silence particulier qui n'est jamais tout à fait silencieux. Il y a toujours quelque chose qui respire, quelque part. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-elle demandé finalement. J'ai posé la clé USB sur la table. Elle l'a regardée, puis elle m'a regardée et elle a compris. Céline était avocate en droit du travail depuis 22 ans. Elle avait traversé un divorce dévastateur à 42 ans et avait tout reconstruit seule, pièce par pièce, avec la précision et la patience d'une femme qui sait que la vie ne vous doit rien, mais que vous pouvez lui arracher ce qui vous appartient si vous le faites correctement. Elle connaissait l'entreprise où Olivier et moi travaillions. Elle connaissait les statuts, les contrats, les investisseurs, et surtout, elle connaissait les limites exactes de ce qui était légal, de ce qui était éthique et de ce qui était simplement humain. Nous avons passé le reste de la nuit à planifier, pas de façon vindicative, de façon précise, parce que ce qui se trouvait sur cette clé USB n'était pas seulement la preuve d'une trahison conjugale. C'était bien davantage. Il y avait des réunions enregistrées dans lesquelles Olivier avait délibérément manipulé des chiffres pour masquer des pertes aux investisseurs. Il y avait des audios dans lesquels il humiliait des subordonnés avec une cruauté clinique, le genre de cruauté qui ne se voit jamais dans les réunions officielles, mais qui existe dans les couloirs, dans les messages privés, dans les regards. Et il y avait un document, un contrat parallèle qu'il avait signé dans le dos du conseil d'administration, qui pouvait, selon la manière dont il serait présenté, constituer une irrégularité grave aux yeux des autorités compétentes. Rien de tout cela, nous ne l'utiliserions de façon bruyante. Le plan n'était pas d'exploser, c'était de s'effondrer lentement, comme une structure qui perd ses boulons un par un, silencieusement, jusqu'au jour où le plafond cède simplement sous son propre poids. Céline a pris des notes pendant 2 heures. Des notes précises, organisées, avec des dates, des noms, des références légales que je ne comprenais pas entièrement, mais auxquelles je faisais entièrement confiance. À 6 heures du matin, nous avons bu le premier café de la journée debout dans sa cuisine, avec la lumière grise de novembre qui commençait à filtrer par la fenêtre. « Tu es sûre ?» m'a-t-elle demandé, en posant sa tasse. « Je suis sûre depuis longtemps », ai-je répondu. Je ne savais juste pas encore quoi faire de cette certitude. Elle a hoché la tête. Il y avait une chose que nous avions décidée dès le début. Je n'allais pas disparaître. Je n'allais pas prendre un congé maladie, m'effacer de la vie professionnelle, laisser Olivier occuper tout l'espace comme il en avait l'habitude. Au contraire, le lundi matin, je serais là, impeccable, exactement comme toujours, comme si rien ne s'était passé. C'était cela, la première étape du plan. Ne pas réagir, ne pas discuter, ne pas revenir. Mais ne pas non plus disparaître. Parce qu'Olivier attendait un effondrement. Il attendait le scandale, les larmes, l'exposition publique, le genre de chaos émotionnel qui lui aurait donné le contrôle total de la situation. C'était sa façon de fonctionner depuis toujours, provoquer la réaction, puis gérer la réaction à son avantage. Mais cette fois, il n'y aurait pas de réaction. Il y aurait quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer pour un homme comme lui. Il y aurait le silence.
J'ai dormi 3 heures sur le canapé de Céline. Un sommeil profond, étonnamment profond, comme celui de quelqu'un qui vient de poser un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Quand je me suis réveillée, la ville était déjà en mouvement, les cafés ouvraient, les gens descendaient dans le métro avec leurs manteaux et leurs écharpes, indifférents à tout ce qui se passait dans les appartements des autres. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain de Céline. Les cernes dont il s'était moqué, les cheveux qu'il avait insultés, les rides qu'il avait mentionnées avec le détachement de quelqu'un qui catalogue des défauts sur un objet usagé. Je me suis regardée longtemps, et j'ai pensé à la clé USB dans la poche de mon manteau, posée sur la chaise dans le couloir. Ce petit objet noir qui contenait 11 ans de négligence, de mépris, de mensonges, et qui contenait aussi, sans qu'Olivier l'ait jamais su, la preuve de tout ce qu'il était quand il croyait que personne ne regardait. Il avait passé 11 ans à me regarder sans me voir. Il avait fait une erreur fondamentale, comme beaucoup d'hommes de son genre. Il avait confondu le silence d'une femme avec son absence. Il avait confondu ma patience avec ma faiblesse. Il avait regardé une femme qui observait, qui écoutait, qui retenait. Et il avait vu une femme qui ne comprenait pas. Il allait comprendre très bientôt à quel point il s'était trompé. Et le pire pour lui, c'est qu'il ne verrait rien venir. Le lundi matin, je suis entré dans l'entreprise à 8h45. Tailleur gris foncé, cheveux relevés, rouge à lèvres bordeaux discret. Exactement comme tous les jours. J'ai salué la réceptionniste par son prénom, j'ai pris un café dans le couloir, j'ai répondu à 2 emails debout avant même d'atteindre mon bureau. Rien d'extraordinaire, rien de différent. Une femme qui arrive au travail un lundi matin comme elle l'a toujours fait, sauf que rien n'était comme avant. Mon bureau se trouvait au 10e étage, 2 étages en dessous de celui d'Olivier. Pendant 11 ans, cette distance avait été une métaphore parfaite de notre mariage. Nous étions dans le même bâtiment, dans la même vie, mais toujours séparés par quelque chose d'invisible et d'infranchissable. Ce matin-là, en posant mon sac sur ma chaise et en allumant mon ordinateur, j'ai senti cette distance différemment. Non plus comme une blessure, comme un avantage. Olivier est arrivé à 10h10. Je l'ai vu depuis la vitre de mon bureau. Il traversait le couloir avec cette assurance qu'il avait toujours eue, la démarche de quelqu'un qui sait que les autres le regardent et qui trouve ça normal. Et puis ses yeux se sont posés sur moi, à travers la vitre. J'ai vu le moment exact où il a hésité. Une fraction de seconde. Un battement. Ses yeux ont parcouru mon visage à la recherche de quelque chose. Des yeux gonflés, une posture effondrée, n'importe quel signe qu'il avait gagné. Qu'il avait eu raison. Que la nuit de vendredi avait produit l'effet qu'il souhaitait. Il n'a rien trouvé. J'ai hoché légèrement la tête, comme on salue un collègue quelconque, et j'ai ramené les yeux vers mon écran. Il a continué à marcher. Dans l'heure qui a suivi, il est passé devant mon bureau 2 fois, sans s'arrêter, sans frapper. Juste ce passage lent, ce regard latéral, cette façon de vérifier sans avoir l'air de vérifier. Je connaissais ce comportement. C'était celui d'un homme qui cherche à mesurer les dégâts qu'il a causés et qui ne comprend pas pourquoi il ne les voit pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. J'ai travaillé. Et ce silence d'une femme qui sait exactement ce qu'elle a dans les mains, est la chose la plus déstabilisante qui soit pour un homme habitué à contrôler les réactions des autres. Avant de continuer, si vous écoutez cette histoire et qu'elle vous touche, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Ça m'aide énormément. Merci, du fond du cœur. Le mardi, les premiers commentaires ont commencé à circuler. Discret, organique. Comme il arrive toujours quand quelqu'un plante une graine au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes mains. Une phrase qu'Olivier avait prononcée lors d'une réunion privée, une phrase sur un collègue, dite avec ce mépris tranquille qu'il réservait aux gens qu'il jugeait inférieurs à lui, est apparue, de façon anonyme, dans un groupe WhatsApp de collaborateurs. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne savait qui l'avait envoyée. Mais tout le monde a reconnu la voix. Et c'est cela qui est intéressant avec les mots qu'on prononce en croyant que personne ne retient. Ils ont une texture particulière, une façon d'être formulés qui appartient uniquement à celui qui les a dit. On peut les sortir de leur contexte,
les présenter sans nom, sans date. Ils portent quand même l'empreinte digitale de leur auteur. Olivier a convoqué une petite réunion d'équipe le mercredi. Rien d'officiel. Juste un rassemblement informel dans la salle de réunion du 10e étage. J'étais présente. Il a parlé de cohésion, de confiance, de l'importance de la communication interne. Des mots beaux et vides, prononcés avec ce sourire calibré qu'il utilisait quand il voulait paraître accessible. Je l'ai écouté sans expression. Autour de moi, j'observais les visages des collègues. Certains acquiesçaient machinalement. D'autres avaient ce regard légèrement fuyant de gens qui commencent à reconsidérer quelque chose qu'ils pensaient connaître. Ce n'était pas encore de la méfiance. C'était le début d'une question. Et les questions, une fois posées, ne disparaissent pas facilement. Le jeudi, un audio a circulé. La voix d'Olivier, dans ce qui semblait être une conversation privée avec un cadre supérieur, commentant les capacités intellectuelles d'un des principaux partenaires de l'entreprise, avec des termes qui n'auraient jamais dû exister en dehors de sa tête. L'audio était daté de plusieurs mois auparavant. Personne ne savait comment il avait été obtenu. Personne ne savait par qui il avait été diffusé. Il s'était répandu en 48 heures dans les étages de l'entreprise avec la précision silencieuse d'une fuite de gaz, invisible, inodore et dangereuse précisément parce qu'on ne la voit pas arriver. Olivier a commencé à changer. Pas de façon spectaculaire, de façon subtile d'abord. Un email plus sec que d'habitude. Une réunion annulée sans explication. Une réponse tardive là où il répondait toujours dans l'heure. Et puis, progressivement, quelque chose de plus visible. Une irritabilité qui filtrait dans les conversations, une façon de regarder les gens un peu trop longtemps, comme s'il cherchait à lire sur leur visage s'ils savaient quelque chose qu'ils ne savaient pas. Il avait commencé à douter. Et le doute, chez un homme qui a bâti toute sa vie sur la certitude d'être intouchable, est une sensation qu'il ne sait pas gérer. Parce qu'il n'a jamais eu à la gérer. Il avait toujours été celui qui instillait le doute chez les autres, jamais celui qui le recevait. Moi, pendant ce temps, je continuais à travailler. Je livrais mes projets dans les délais. Je parlais à mes équipes avec clarté. Je participais aux réunions sans excès, sans absence. J'étais simplement là, stable, professionnelle, comme une femme dont la vie intérieure n'aurait subi aucune secousse. Ce soir-là, Céline m'a appelé. Court, direct. Comment ça avance ? Exactement comme prévu, ai-je répondu. Un silence satisfait de sa part. La présentation aux investisseurs est dans combien de temps ? 3 semaines. Bien, a-t-elle dit. Alors, on a le temps de préparer ce qui doit l'être. J'ai raccroché et je suis resté un moment à la fenêtre de la chambre que Céline m'avait prêtée à regarder les toits de Paris sous la pluie fine de novembre. Quelque part dans le 16e arrondissement, Olivier était dans notre appartement avec sa maîtresse, convaincu que j'étais brisée, convaincu que j'étais perdue, convaincu que le silence que j'opposais à sa cruauté n'était que le silence de quelqu'un qui n'a plus rien à dire. Il se trompait. C'était le silence de quelqu'un qui n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Parce que dans 3 semaines, dans une salle de conférence au 12e étage, devant des hommes qui contrôlaient des millions d'euros et qui attendaient de lui la vérité allait apparaître toute seule, sans que j'aie à prononcer un seul mot. Et ce moment-là, je l'attendais avec une patience que je n'aurais jamais cru posséder. Les 3 semaines qui ont suivi ont eu la texture particulière des périodes d'attente intense. Ces moments où le temps semble à la fois trop lent et trop rapide, où chaque journée ressemble à la précédente en surface, mais où quelque chose en dessous se déplace inexorablement vers un point de rupture. Je vivais chez Céline. Ma valise était toujours la même, petite, posée dans un coin de la chambre d'amis. Je n'avais pas cherché à récupérer mes affaires dans l'appartement du 16e. Je n'avais pas appelé Olivier. Je n'avais pas envoyé de message. Je n'avais pas mandaté un huissier, pas consulté un notaire, pas fait le moindre geste qui aurait signalé que j'étais en train de préparer quoi que ce soit. Le silence total, prolongé, de la part d'une femme qu'on a humiliée, est une chose qu'un homme comme Olivier ne sait pas interpréter. Il avait attendu la tempête. Il avait reçu le calme plat. Et le calme plat, pour quelqu'un qui a besoin de contrôler les réactions des autres pour se sentir en sécurité, est bien plus déstabilisant que n'importe quelle explosion émotionnelle.
Au bureau, les choses continuaient à se dégrader pour lui, lentement, imperceptiblement pour ceux qui ne savaient en pas regarder, mais de façon tout à fait lisible pour moi. Un deuxième audio avait circulé. Celui-là était plus ancien. Une conversation lors d'un déjeuner d'affaires, 2 ans auparavant, dans laquelle Olivier se moquait ouvertement de la stratégie financière d'un des fonds partenaires de l'entreprise, en des termes qui révélaient autant de mépris que d'incompréhension réelle des enjeux. Les mots exacts n'avaient pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était le ton. Cette façon qu'il avait de parler des gens avec lesquels il souriait le lendemain matin en leur serrant la main. La maîtresse, qui travaillait au service financier, détail qu'Olivier avait soigneusement dissimulé à tout le monde, y compris à moi pendant longtemps, avait commencé à se montrer moins présente dans les couloirs, moins disponible, moins souriante dans les réunions communes. Elle était jeune, mais elle n'était pas naïve. Elle voyait ce que tout le monde commençait à voir, que le sol sous les pieds d'Olivier n'était plus aussi solide qu'il y paraissait. Et les gens intelligents quittent un bâtiment quand ils sentent les premières fissures dans les murs, bien avant que l'immeuble s'effondre. Olivier, lui, réagissait exactement de la façon que j'avais anticipée, plus agressif, plus impulsif, plus arrogant. Il avait annulé 2 projets en cours sans consultation, en invoquant des raisons budgétaires qui ne tenaient pas à l'examen. Il avait envoyé un email à l'ensemble du service marketing, mon service, pour signaler des manquements dans les délais de livraison. Des manquements qui n'existaient pas, ou qui étaient si mineurs qu'ils n'auraient jamais justifié une communication formelle dans des circonstances normales. C'était une tentative de réaffirmer son autorité, de montrer qu'il était toujours là, toujours au contrôle, toujours capable de décider ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Mais la façon dont les gens ont réagi à cet email m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'état de sa crédibilité. Personne n'a répondu avec l'empressement habituel. Les accusés de réception ont tardé. Les réponses, quand elles sont venues, étaient courtes, polies, sans chaleur. Le genre de réponse qu'on envoie quand on ne veut plus s'impliquer, mais qu'on n'est pas encore prêt à s'opposer ouvertement. La confiance, une fois qu'elle commence à s'éroder, ne se reconstruit pas avec des emails autoritaires. J'ai appelé Céline ce soir-là. « Il commence à se défendre », lui ai-je dit. « Bien », a-t-elle répondu immédiatement. Un homme qui se défend sans savoir contre quoi fait toujours des erreurs. Elle avait raison. Et Olivier en faisait. De petites erreurs d'abord, des formulations maladroites dans des emails internes, des décisions prises trop vite dans des réunions où il aurait dû écouter davantage. Et puis, une plus grande, il avait convoqué un cadre de direction pour lui demander directement si ce cadre était responsable des fuites qui circulaient dans l'entreprise. Ce cadre avait nié, bien sûr, mais la conversation s'était sue. Et le fait qu'Olivier cherche activement un responsable, un visage à mettre sur une menace qu'il ne comprenait pas, avait produit l'effet inverse de celui qu'il souhaitait. Plutôt que de rassurer, cette démarche avait confirmé qu'il y avait effectivement quelque chose qui circulait, que ce quelque chose venait de quelqu'un qui le connaissait bien, et que lui, qui se présentait toujours comme l'homme le plus informé de la pièce, ne savait pas d'où ça venait. Les supérieurs hiérarchiques, les membres du conseil, les représentants des actionnaires principaux avaient commencé à poser des questions, discrètes encore, des demandes de rapports supplémentaires, des vérifications de chiffres qui normalement passaient sans contrôle, des réunions de suivi programmées sans raison apparente. Olivier ne voyait pas encore l'ensemble. Il voyait des pièces séparées, des incidents isolés, et il cherchait à les relier selon une logique qui lui échappait parce qu'il cherchait au mauvais endroit. Il ne pensait pas à moi, ou plutôt, il me sous-estimait toujours. Il avait regardé une femme sortir de sa chambre à 3 heures du matin avec une petite valise et il avait vu quelqu'un de brisé. Il n'avait pas vu quelqu'un qui avait déjà tout planifié. Il n'avait pas vu quelqu'un qui portait dans la poche de son manteau la clé de tout ce qui allait suivre. 11 ans à me regarder sans me voir. 11 ans à croire que mon silence était de la résignation. La présentation aux investisseurs était dans 4 jours. Céline et moi avions tout préparé. Chaque détail avait été vérifié 2 fois, 3 fois. Nous savions comment le fichier serait introduit dans le système. Nous savions à quel moment précis de la présentation il apparaîtrait. Nous savions ce qu'il contenait,
seconde par seconde, et nous savions l'effet exact que chaque mot produirait sur les hommes qui seraient assis autour de cette table. Ce soir-là, assise dans la cuisine de Céline avec une tisane que je ne buvais pas, je pensais à Olivier dans notre appartement. Je pensais à la façon dont il se préparait pour cette présentation. Les slides révisés, le costume choisi, la rhétorique affinée. Je pensais à sa confiance, à cette certitude tranquille qu'il avait toujours eue d'être l'homme le plus intelligent dans la pièce. Et je pensais à ce que ce serait, dans 4 jours, de le voir comprendre enfin que cette certitude avait été, depuis le début, sa plus grande faiblesse. Le jour de la présentation était un jeudi de décembre. Paris s'était réveillé avec ce froid humide qui colle aux os, ce gris lourd et bas que le ciel de la ville installe sur les toits comme un couvercle en cette saison. Les rues du 16e étaient silencieuses à cette heure matinale. Les cafés à peine ouverts, les passants pressés avec leurs écharpes remontées jusqu'au menton. Il y avait quelque chose dans l'air ce matin-là, ou peut-être était-ce simplement moi, ma façon de percevoir les choses, qui ressemblait à une retenue. Comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je me suis habillée chez Céline avec un soin particulier. Tailleur noir, sobre, sans fioritures. Talons bas, discrets. Les cheveux lissés, retenus par un simple clip. Aucun bijou voyant. Je voulais être invisible ce jour-là, ou du moins être perçue comme quelqu'un de si ordinairement professionnel que personne ne penserait à regarder dans ma direction au moment où il faudrait regarder ailleurs. Céline m'a observé boire mon café debout dans sa cuisine. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. « Je le suis depuis novembre », ai-je répondu. Elle a souri. Un sourire court, concentré, le sourire d'une femme qui sait ce qu'elle a construit et qui fait confiance à la solidité de l'architecture. Nous nous sommes séparés devant le métro. Elle avait ses propres démarches à accomplir ce jour-là. Des appels à passer, des documents à tenir prêts. Nous n'avions pas besoin de nous parler pendant la réunion. Tout ce qui devait être mis en place l'était déjà. Ce qui restait à faire, ce jour-là, n'était plus entre nos mains. C'était entre les mains de la vérité elle-même. La salle de conférence du 12e étage était la plus grande de l'entreprise. Vue sur les toits haussmanniens, boiseries sombres sur les murs, une longue table en chêne qui pouvait accueillir 20 personnes. C'était une salle conçue pour impressionner, pour dire aux gens qui y entraient, avant même qu'un mot soit prononcé, qu'ils se trouvaient dans un lieu de pouvoir, de sérieux, de solidité. Les investisseurs étaient 5, 2 Français, membres historiques du conseil de surveillance. Un Allemand représentant un fonds de Francfort dont la rigueur était connue dans tout le secteur. Et 2 associés d'un fonds suisse, des hommes d'une 60aine d'années, habillés avec cette élégance sobre qui appartient aux gens qui n'ont plus rien à prouver, mais qui vérifient tout avec une précision méticuleuse. Des hommes qui n'aimaient pas les surprises. J'étais assise au milieu de la table, côté gauche, avec 2 membres de mon équipe marketing. Ma présence était protocolaire. En tant que directrice marketing, j'étais attendue pour la partie communication et développement de marque. Rien d'inhabituel, rien qui puisse attirer l'attention. Olivier est entré à 9 heures précises. Costume bleu marine, chemise blanche, la pochette bordeaux qu'il réservait aux grandes occasions. Il serrait les mains, avec cette fermeté calibrée qu'il avait mise des années à perfectionner, en regardant les gens droit dans les yeux, avec ce sourire ouvert qui disait « Je suis quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance ». C'était son meilleur rôle, celui qu'il avait joué toute sa carrière avec une constance remarquable. Il ne m'a pas regardé en entrant, ou plutôt, il a regardé dans ma direction une fraction de seconde, juste assez pour constater que j'étais là, neutre, sans expression particulière. Et il a détourné les yeux immédiatement, comme si ma présence ne valait pas plus qu'un meuble. La présentation a commencé. Il parlait bien. Il avait toujours parlé bien. C'était là que résidait l'essentiel de son pouvoir. Dans cette capacité à transformer n'importe quelle réalité en narration convaincante, à envelopper des chiffres complexes dans des mots simples, à rendre le difficile rassurant et l'incertain solide. Les slides défilaient. Les graphiques montraient des courbes orientées dans le bon sens. Les investisseurs prenaient des notes, posaient des questions mesurées, hochèrent la tête avec cette attention professionnelle qui ne révèle jamais ce qu'on pense vraiment. Tout était parfait. Et puis, à 10h17,
Je regardais ma montre, les yeux baissés, comme quelqu'un qui vérifie l'heure par habitude. Le grand écran a clignoté. Une petite défaillance technique. Le genre de choses qui arrivent. L'assistant qui gérait la présentation a eu un mouvement de surprise, a regardé son ordinateur, a appuyé sur quelques touches. Olivier a suspendu sa phrase à mi-chemin, a jeté un regard vers l'écran, a fait un geste de la main pour dire de continuer. Mais ce qui est apparu sur l'écran n'était pas la slide suivante, c'était une vidéo. L'image était celle de cette même salle de conférence, filmée depuis un angle discret, en haute définition, avec une clarté sonore parfaite. Et la voix qui est sortie par les enceintes du système audio de la salle, cette voix nette, posée, reconnaissable entre toutes, était la voix d'Olivier. Il parlait de cette réunion, de ces investisseurs, de ces hommes qui étaient assis là, devant lui, en ce moment même, à l'écouter. « Le vieux du fond suisse ne comprend pas la moitié de ce qu'on lui montre », disait la voix d'Olivier dans la vidéo, avec ce rire détendu de quelqu'un qui se croit en terrain privé. Il hoche la tête parce que c'est ce qu'on fait quand on a l'habitude qu'on vous respecte. Mais il signe parce qu'il a peur de passer pour un idiot s'il ne signe pas. Silence dans la salle. Cette réunion, c'est du théâtre. C'est toujours du théâtre. On leur montre des courbes, on utilise les bons mots, on leur sert le café qu'ils aiment, et ils repartent convaincus d'avoir pris une décision intelligente. C'est un jeu d'apparence pour maintenir des gens contents. Un silence absolu. Personne ne respirait. La vidéo a duré 42 secondes. 42 secondes pendant lesquelles Olivier, debout devant l'écran, n'a pas bougé. La couleur de son visage a changé. Pas d'un coup. Progressivement, comme quelqu'un qui reçoit une information que son cerveau met plusieurs secondes à traiter entièrement. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. L'un des associés suisses, le plus âgé, celui dont Olivier avait parlé dans la vidéo, a posé lentement son stylo sur la table. Il a fermé le dossier qui était devant lui. Il s'est levé sans dire un mot, a récupéré sa veste posée sur le dossier de sa chaise, et il est sorti de la salle. La porte s'est fermée doucement derrière lui. Personne d'autre n'a bougé pendant plusieurs secondes. Et moi, assise au milieu de la table, les mains posées à plat sur le bois sombre, le visage parfaitement neutre, moi, je n'ai pas regardé Olivier. Je regardais la table devant moi, parce que ce moment n'avait pas besoin de mon regard pour exister. Il existait tout seul, avec sa propre gravité, sa propre vérité, son propre poids irrévocable. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la vérité qui avait trouvé, enfin, la pièce où elle devait être entendue. Et pour la première fois depuis 11 ans, je n'avais plus rien à porter. Les jours qui ont suivi la présentation ont eu cette qualité étrange des lendemains de catastrophe. Un silence apparent en surface et en dessous, un mouvement souterrain intense, invisible, irrésistible, comme une rivière qui creuse la roche sans qu'on n'entende rien depuis le haut. Je suis rentrée chez Céline ce jeudi soir sans avoir dit un mot à personne de toute la journée sur ce qui s'était passé dans cette salle. Pas par calcul, par instinct, parce que les choses qui ont du poids n'ont pas besoin d'être commentées immédiatement. Elles ont besoin d'espace pour se déposer, pour trouver leur place dans la réalité des gens qui les ont vécues. Et je savais, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a longuement préparé ce moment, que les commentaires viendraient d'eux-mêmes, que je n'aurais pas à pousser quoi que ce soit. Céline m'attendait avec du thé chaud et cette façon qu'elle avait d'être présente sans être envahissante. « Comment c'était ?» a-t-elle demandé. « Exactement comme prévu », ai-je répondu. Et en même temps, rien de ce que j'avais imaginé. Elle a compris sans que j'aie besoin d'expliquer davantage. Il y a des moments qu'on peut préparer pendant des semaines avec une précision chirurgicale et qui, quand ils arrivent, ont quand même quelque chose d'inédit, quelque chose qui dépasse ce qu'on avait anticipé. Non pas parce que les faits sont différents, mais parce que les ressentir en temps réel n'a rien à voir avec les avoir imaginés. Voir Olivier debout devant cet écran, sans mots, sans sourire, sans cette armure d'assurance qu'il portait depuis toujours, c'était quelque chose que je n'avais pas su prévoir entièrement. Pas parce que c'était satisfaisant, parce que c'était simplement vrai. C'était la première fois en 11 ans que je le voyais tel qu'il était réellement, sans le filtre de la performance,
sans le costume du directeur général, sans le rôle soigneusement joué de l'homme indispensable. C'était un homme qui avait passé sa vie à faire croire aux autres qu'il était quelqu'un d'autre. Et en 42 secondes, tout cela avait cessé. Le vendredi matin, le conseil d'administration a convoqué une réunion extraordinaire. Je n'y étais pas conviée, elle était réservée aux membres du conseil et aux directeurs de premier rang. Mais j'en ai su suffisamment par les mouvements dans les couloirs, par les visages des gens qui en sortaient, par le silence particulier qui régnait dans les étages supérieurs tout au long de cette journée. Céline avait transmis, par les canaux légaux appropriés, les éléments du contrat parallèle qu'elle avait identifiés sur la clé USB. Elle l'avait fait en son nom propre, en tant qu'avocate ayant connaissance de faits susceptibles de constituer une irrégularité, sans que mon nom apparaisse nulle part dans ce processus. C'était important, non pas pour me protéger de façon cynique, mais parce que la vérité devait se tenir debout par elle-même, sans que quiconque puisse la réduire à une affaire personnelle, à une épouse blessée qui cherchait à nuire à son mari. Ce n'était pas une affaire personnelle. Enfin, c'était aussi une affaire personnelle, mais elle était devenue quelque chose de plus grand que ça, quelque chose qui concernait des gens qui ne me connaissaient pas, des collaborateurs qui avaient travaillé sous les ordres d'Olivier pendant des années sans savoir exactement à quel type d'homme ils avaient affaire, des investisseurs qui avaient mis leur confiance dans une entreprise en croyant que les hommes qui la dirigeaient méritaient cette confiance. Le lundi suivant, Olivier a été convoqué par le président du conseil. Il n'est pas ressorti de cette réunion avec son poste. La décision d'écartement a été présentée comme préventive, dans l'attente de l'issue de la procédure interne. Les termes exacts ont été communiqués aux équipes dans un email sobre, 2 paragraphes, sans explication détaillée. C'est ainsi que ça se passe dans ces milieux, sans éclat, sans déclaration dramatique, avec cette économie de mots qui est en réalité la forme la plus radicale de condamnation. Olivier avait quitté le bâtiment avec une boîte en carton. Quelqu'un me l'a dit. Je n'étais pas là pour le voir. Je n'avais pas voulu être là pour le voir. Ce n'était pas ce que je cherchais. Je ne cherchais pas à le voir humilié publiquement. Je n'avais jamais voulu ça. Ce que j'avais voulu, depuis cette nuit de novembre, où je m'étais levée de ce lit avec une calme que je ne comprenais pas encore entièrement, c'était simplement que la vérité existe quelque part en dehors de moi. Que ce que j'avais vécu pendant 11 ans, le mépris, l'indifférence, les humiliations glissées dans des phrases apparemment anodines, les soirées seules pendant qu'il était ailleurs, les dîners romantiques préparés pour personne, toutes ces petites morts quotidiennes d'un mariage qui n'avait peut-être jamais vraiment existé, que tout cela ne reste pas enfermé dans mon seul corps, dans ma seule mémoire, comme si c'était moi qui avais imaginé quelque chose qui n'avait pas eu lieu. La vérité avait besoin d'espace, d'air, d'une pièce où elle pouvait être vue. Elle l'avait trouvée. Les semaines suivantes ont été étranges pour moi, d'une façon que je n'avais pas anticipée. Je pensais que je me sentirais soulagée. Et je me sentais soulagée. Oui, mais pas de la façon dont j'avais imaginé. Pas avec l'euphorie légère de quelqu'un qui vient de gagner quelque chose. Plutôt avec la sensation pesante et un peu mélancolique de quelqu'un qui vient de terminer quelque chose. De fermer un chapitre qui avait duré si longtemps qu'il avait fini par ressembler à la vie entière. 11 ans. C'est long, 11 ans. C'est long même quand c'est malheureux. Même quand on sait, au fond, depuis plus longtemps qu'on veut se l'avouer, que quelque chose ne va pas. On s'y attache quand même. On s'attache aux habitudes, aux lieux, aux petits rituels idiots qui persistent, même dans les mariages qui se défont. On s'attache à l'idée de ce que c'était censé être. Je me suis accordé le droit d'être triste de tout ça. Pas triste pour lui, triste pour moi, pour les années, pour la femme que j'avais été pendant tout ce temps, patiente, loyale, attentive, et qui n'avait pas reçu en retour ce qu'elle méritait. Céline m'a dit un soir, en regardant la pluie tomber sur les toits du 11e, « Le chagrin et la justice ne s'excluent pas. On peut avoir eu raison et souffrir quand même. » J'ai gardé cette phrase. Je la garde encore. Les procédures de divorce ont été lancées au début du mois suivant. Céline les conduisait. Court, objectif, sans bataille inutile. Je ne voulais pas de guerre. Je voulais seulement ce qui était légitimement mien.
Et c'était considérable, parce que pendant 11 ans j'avais travaillé, construit, épargné avec une rigueur qu'Olivier n'avait jamais remarquée parce qu'il ne regardait pas dans cette direction. L'appartement du 16e, enregistré au nom de l'entreprise comme avantage de fonction, avait été réclamé. Olivier avait 60 jours pour le libérer. La maîtresse avait disparu depuis plusieurs semaines déjà. Sans explication, sans adieu. Les gens intelligents quittent le navire avant qu'il coule. Elle était partie à temps. Et lui, quelque part dans Paris, cherchait à reconstruire quelque chose avec les débris de ce qu'il avait été. Je ne savais pas encore où il en était. Je ne cherchais pas à le savoir. Ce qui m'importait, c'était devant moi. Un nouveau projet venait de m'être proposé par une agence partenaire. Une mission de conseil stratégique, indépendante. Exactement le genre de travail que j'avais toujours voulu faire sans jamais me l'être accordé. J'avais accepté sans hésiter. La vie avait cette façon inattendue de s'ouvrir sur des espaces qu'on ne voyait pas quand on était occupé à tenir debout dans des endroits trop petits pour soi. Et quelque part, au fond de moi, je sentais que le meilleur de ce que j'avais à vivre n'était pas derrière. Il était exactement devant. Les mois qui ont suivi ont eu cette texture particulière des périodes de reconstruction. Non pas la reconstruction bruyante et affichée de quelqu'un qui veut qu'on la voie se relever, mais la reconstruction silencieuse et profonde de quelqu'un qui redécouvre, pièce par pièce, ce qu'elle est en dehors de ce qu'elle a vécu. J'avais trouvé un appartement dans le 14e arrondissement. Petit, comparé à celui du 16e. 2 pièces au 3e étage d'un immeuble ancien avec des planchers en bois qui craquaient et une fenêtre dans la chambre qui donnait sur une cour intérieure plantée d'un tilleul. Ce n'était pas un appartement de directrice. Ce n'était pas un appartement de femme qui a réussi selon les critères que le monde utilise généralement pour mesurer la réussite. C'était un appartement à moi, entièrement à moi. Avec mes livres dans les étagères, mes plantes sur le rebord de la fenêtre, ma musique dans les pièces le matin, mon silence le soir quand j'en avais besoin. Je ne savais pas qu'un espace pouvait ressembler autant à une respiration. Le travail avançait bien. La mission de conseil que j'avais acceptée s'était développée plus rapidement que prévu. D'autres propositions avaient suivi, d'autres entreprises, d'autres équipes, des projets qui me demandaient exactement ce que j'avais passé des années à offrir sans qu'on le reconnaisse vraiment. Il y avait quelque chose d'étrange et de doux à la fois dans le fait d'être apprécié professionnellement sans qu'Olivier soit dans la même pièce, sans que mon travail soit évalué à travers le prisme de ce qu'il pensait de moi en tant que femme. Je travaillais mieux, pas parce que je travaillais davantage, parce que je travaillais libre. Céline venait dîner chez moi le mercredi soir. Nous parlions de tout et de rien, de ses dossiers, de mes projets, de films que nous n'avions pas vus, de livres que nous voulions lire. Elle ne me parlait plus d'Olivier, sauf quand les procédures l'exigeaient, et les procédures avançaient avec cette lenteur administrative qui est en réalité une forme de miséricorde. Elle laisse le temps à tout le monde de s'habituer à ce qui est en train de changer. Le divorce avait été prononcé en février. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai ressenti ce jour-là. Pas de soulagement immédiat, pas d'effondrement. Une sorte de clôture, plutôt. Comme quand on ferme la dernière page d'un livre difficile. On ne regrette pas de l'avoir lu, parce qu'il vous a appris quelque chose, mais on est content qu'il soit terminé. C'est Céline qui m'avait appelé pour me l'annoncer. « C'est fait » avait-elle dit. « C'est fait » avais-je répété. Et nous avions gardé le silence un moment, toutes les deux, au téléphone, avec Paris qui respirait autour de nous. Je n'avais pas cherché à savoir ce qu'Olivier devenait. Ce n'était pas par indifférence performative, cette façon qu'ont parfois les gens de dire qu'ils s'en fichent pour montrer qu'ils s'en fichent. C'était une indifférence réelle, progressive, construite sur des mois de distance et de vie propre. Ma vie avait pris une direction qui n'avait plus rien à voir avec lui, et le cerveau, quand on lui donne suffisamment d'autres choses où aller, finit par ne plus chercher à revenir là où il n'y a plus rien pour lui. Mais les informations arrivent quand même quand on ne les cherche pas. Une ancienne collègue m'avait dit, en passant, qu'il avait perdu l'appartement du 16e à la date prévue, qu'il avait tenté de se repositionner dans le secteur en tant que consultant indépendant, mais que son nom portait désormais quelque chose que les gens dans ce milieu perçoivent immédiatement, sans qu'on ait besoin de le formuler, cette réputation fragilisée.
Cette question silencieuse qui flotte autour d'un homme quand les circonstances de son départ ont été ce qu'elles avaient été. Les portes ne se ferment pas toujours bruyamment. Parfois elles restent simplement entrebâillées, ni ouvertes ni fermées. Et c'est cette position-là qui est la plus difficile à habiter pour quelqu'un qui a bâti toute son identité sur la certitude d'appartenir à l'intérieur des choses. La maîtresse, j'avais appris par hasard, avait quitté l'entreprise peu après lui. Elle avait trouvé un poste dans une autre société, dans une autre ville. Lyon, peut-être. Ou Bordeaux. Je ne savais plus, et ça n'avait aucune importance. Ce qui avait de l'importance, c'était autre chose. C'était ce que je construisais, jour après jour, dans ce petit appartement du 14e, avec ses planchers qui craquaient et son tilleul dans la cour. C'étaient les réunions où des gens m'écoutaient vraiment, prenaient des notes sur ce que je disais, revenaient vers moi pour me demander mon avis. C'étaient les matins où je me réveillais sans ce poids invisible qui avait pesé sur ma poitrine pendant si longtemps que je ne l'avais plus reconnu comme un poids. Je l'avais pris pour la forme normale de ma vie. C'était les mercredis soirs avec Céline, à table, à rire de choses légères. C'était ma propre voix dans mon propre espace. Un matin de mars, je suis sortie tôt pour aller travailler. Le printemps commençait à s'installer sur Paris avec cette hésitation qu'il a toujours dans cette ville. Un jour doux, le lendemain froid, comme si la saison négociait encore les termes de son arrivée. Les marronniers du boulevard montraient leurs premières feuilles, encore petites, encore fragiles, mais là, présente, irréversible. J'avais un déjeuner de travail à 11h30 dans un café de la rue du Bac. Une équipe nouvelle, un projet qui m'enthousiasmait, des gens que je ne connaissais pas encore, mais qui m'avaient contacté précisément parce que mon nom était désormais associé à des choses que j'avais faites seule, en dehors de toute ombre. J'avais marché depuis le métro, profitant du soleil timide, du bruit de la ville qui se réveillait autour de moi. Il y avait des marchés sur les trottoirs, des fleurs dans les seaux devant les fleuristes, des enfants avec des cartables trop grands qui couraient vers les portes des écoles. Paris au printemps a cette façon d'être vivante qui ressemble à une promesse. Je suis arrivée un peu en avance. Je suis entrée dans le café pour commander un café en attendant mon équipe. L'endroit était petit, chaleureux, avec cette odeur de croissant chaud et de café fraîchement passé que certains cafés parisiens savent conserver contre tout ce qui cherche à les moderniser. Des tables en bois, une lumière dorée, le bruit discret des tasses et des conversations du matin. Je me suis approchée du comptoir, et c'est là que je l'ai vu. Olivier, derrière le comptoir, un tablier blanc noué à la taille, les cheveux un peu moins soignés qu'avant, le geste de celui qui apprend encore les codes d'un endroit et d'un rôle qui ne sont pas encore tout à fait les siens. Il n'avait pas changé physiquement, ou si, légèrement, dans une façon de tenir les épaules qui avait perdu quelque chose. Pas la posture effondrée de quelqu'un de brisé, mais la posture modifiée de quelqu'un qui porte un poids nouveau et qui n'a pas encore trouvé comment le porter naturellement. Il m'a reconnu au même instant où je l'ai reconnu. Le temps s'est suspendu entre nous pendant 2 ou 3 secondes. Et dans ces secondes-là, j'ai pensé à la nuit de novembre. À la lumière du couloir qui coupait la chambre. À sa voix disant « Regarde-toi », au rire d'elle, au pendrive dans ma poche, au froid du Sénat à 3h du matin, à Céline et son vin ouvert, à la clé USB sur la table de sa cuisine, à la salle de conférence du 12e étage, au silence absolu après les 42 secondes. À tout ce qui s'était passé entre cette nuit-là et ce matin de mars. Il s'est approché du bord du comptoir, et j'ai attendu, avec cette même calme que j'avais appris à habiter depuis novembre, de voir ce qu'il allait dire. Il s'est approché lentement. Pas avec l'assurance qu'il avait toujours eue. Cette façon de traverser un espace comme si l'espace lui appartenait, comme si les autres n'étaient que des éléments du décor à travers lequel il se déplaçait. Non. Il s'est approché avec quelque chose de différent, une hésitation dans le pas, une façon de tenir les mains qui trahissait l'absence de quelque chose à quoi se raccrocher. Les mains d'un homme qui a passé sa vie à tenir des stylos de luxe, des téléphones, des poignées de main calibrées, et qui ne sait plus très bien quoi faire de ses mains quand tout cela a disparu. Il s'est arrêté de l'autre côté du comptoir. Nous nous sommes regardés. Il y avait dans son regard quelque chose que je ne lui avais jamais vu en 11 ans de mariage. Pas de la honte exactement,
La honte est une émotion vive, brûlante, qui suppose qu'on ressent encore la chaleur de ce qu'on a fait. C'était quelque chose de plus froid que ça. Plus lent. Le regard de quelqu'un qui a eu beaucoup de temps pour penser et qui n'est pas sûr que penser lui ait servi à grand-chose. « Isabelle », a-t-il dit. Juste mon prénom. Comme un point de départ qu'il ne savait pas comment continuer. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé avec cette patience que les mois m'avaient appris. Cette façon de laisser les choses se déposer sans les précipiter ni les retenir. « Me pardonne », a-t-il dit finalement. Bas, sans drama, sans les grands gestes qu'il aurait faits autrefois pour occuper l'espace émotionnel d'une pièce. Juste ces deux mots, prononcés avec la voix de quelqu'un qui sait qu'ils arrivent trop tard, mais qui ne sait plus quoi dire d'autre. Me pardonne. Je l'ai regardé encore un moment, pas avec colère, pas avec triomphe, pas avec cette satisfaction froide que les films attribuent aux femmes qui ont eu raison contre des hommes qui avaient tort. Non, avec quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile à nommer, la sérénité de quelqu'un qui a fini de porter quelque chose de lourd et qui n'a plus besoin de rien de la part de celui qui le lui a fait porter. « Maintenant tu comprends », ai-je dit. Un silence. Il a hoché très légèrement la tête, pas comme quelqu'un qui acquiesce à une vérité agréable, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose d'inévitable. « Tu as toujours voulu une vraie femme, Olivier », ai-je continué. Tu ne savais simplement pas la reconnaître quand tu en avais une. Il n'a pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Ces mots n'étaient pas une attaque. Ils n'étaient pas une victoire proclamée. Ils étaient simplement la vérité, dite avec la voix calme de quelqu'un qui n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. La vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle existe indépendamment de celui qui la reçoit et de la façon dont il choisit de la recevoir. J'ai posé l'argent du café sur le comptoir. J'ai pris ma tasse. Et je me suis dirigé vers la table où mon équipe commençait à arriver. 3 personnes jeunes, énergiques, avec des carnets et des ordinateurs, et cette façon d'entrer quelque part comme si le monde était plein de possibilités à saisir, ce qui est exactement ce que le monde est quand on est encore capable de le voir ainsi. Ils m'ont accueilli avec des sourires. Nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes présentés. Nous avons commandé des cafés supplémentaires. Et la conversation a commencé naturellement, avec cette fluidité des débuts qui porte quelque chose de prometteur. Je n'ai pas regardé vers le comptoir. Pas parce que j'avais peur de ce que je verrais. Pas par principe ou par posture. Mais parce qu'il n'y avait simplement plus rien à regarder dans cette direction. Ce chapitre était fermé, pas avec fracas, pas avec cérémonie, mais avec cette clôture douce et définitive qui arrive quand on a dit ce qu'il y avait à dire et qu'on a reçu ce qu'on attendait sans même l'avoir cherché. Le déjeuner a duré 2 heures. Nous avons parlé de stratégie, de positionnement, de marchés que je connaissais bien et d'autres que je découvrais avec un intérêt sincère. Ces gens avaient des idées. Ils avaient cette énergie des équipes qui croient en ce qu'elles font, et croire en ce qu'on fait est la chose la plus précieuse qui soit dans un travail, peut-être dans une vie. En partant, l'une d'entre eux, une jeune femme qui s'appelait Margot, qui avait peut-être 30 ans et des yeux très attentifs, m'a dit en enfilant son manteau. « On nous avait dit que vous étiez excellente dans ce que vous faites. Mais on ne nous avait pas dit que vous étiez aussi agréable à travailler avec. C'est rare. » J'ai souri. Un vrai sourire. Le genre qui arrive sans effort parce qu'il correspond exactement à ce qu'on ressent. « Merci », ai-je dit. On apprend avec le temps à ne travailler qu'avec des gens qu'on respecte. Ça change tout. Elle a hoché la tête comme si elle notait quelque chose pour plus tard. Nous nous sommes séparés devant le café. Le soleil de mars était sorti pendant le déjeuner. Ce soleil léger et précis du printemps parisien qui ne dure jamais très longtemps mais qui, pendant qu'il est là, donne à toute une clarté douce et nette. J'ai marché jusqu'au métro sans me presser. Les marronniers du boulevard avaient leurs premières feuilles. Les terrasses des cafés commençaient à sortir leurs chaises. Une femme âgée arrosait les fleurs sur son balcon au 2e étage d'un immeuble haussmannien. Un enfant courait sur le trottoir devant ses parents, trop vite, avec ce rire haut et clair des enfants qui courent pour le plaisir de courir. Paris faisait ce qu'elle fait toujours. Elle continuait. Et moi aussi.
Il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, après tout ce qui s'est passé. Pendant longtemps, pendant les nuits difficiles chez Céline, pendant les procédures, pendant les moments où le chagrin arrivait sans prévenir, comme il arrive toujours, même quand on a eu raison, même quand on sait que partir était la seule chose possible, pendant tout ce temps, je me suis parfois demandé si j'avais bien fait, si utiliser ce qui était sur ce pendrive était juste, si laisser la vérité émerger de cette façon était légitime. Et chaque fois, je revenais à la même réponse. Je n'avais rien inventé, je n'avais rien exagéré, je n'avais rien fabriqué pour blesser quelqu'un. J'avais simplement conservé, avec soin, ce qui existait déjà. Ce qu'Olivier avait dit, il l'avait dit. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait. Ce qu'il était, il l'était. Pas parce que je l'avais décidé, mais parce que c'est ce qu'il avait choisi d'être, chaque jour, pendant des années, en croyant que personne ne regardait vraiment. Je n'avais pas détruit sa vie. Je n'avais pas eu besoin de le faire. J'avais simplement montré au monde qui il était quand il croyait que personne ne voyait. Et le monde avait fait le reste. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon appartement du 14e à l'heure où la lumière de Mars commence à dorer les façades des immeubles et à rendre tout un peu plus beau qu'il n'est. J'ai posé mon sac. J'ai allumé la lampe du salon. J'ai mis de la musique. Quelque chose de doux, de instrumental, le genre de musique qui occupe l'espace sans le remplir. Je me suis assise près de la fenêtre. Le tilleul dans la cour commençait lui aussi à bourgeonner. Quelques feuilles encore petites, encore hésitantes, mais là, vivantes, irrémédiablement vivantes. J'avais 53 ans. Et pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis plus longtemps que je ne voulais me l'avouer, je regardais devant moi, sans peur, sans ce poids invisible qui avait été là si longtemps que je l'avais confondu avec ma propre nature, sans attendre quelque chose d'un homme qui ne serait jamais capable de me le donner. Juste moi, mon appartement, mon tilleul, ma musique, ma vie, entièrement mienne. Et c'était, je le comprenais maintenant, avec une clarté qui n'avait plus rien d'amer, exactement suffisant. C'était, en réalité, bien plus que suffisant. C'était tout.